bienvenue dans l'épisode 10 d'Au-delà du jeu. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Sébastien Gardiou. Salut Seb. Bonsoir Manon. Hyper solennel. Non, pas solennel, mais je pose le décor. Ben justement, on va poser le décor. On se trouve actuellement à la Maison du Handball, premier étage, canapé gris, avec le terrain juste derrière nous, dans un endroit où on a pas mal de souvenirs l'un et l'autre, mais toi, tu as quand même beaucoup plus de souvenirs que moi. Quoique, peut-être pas dans cette Maison du Handball, mais au moins dans cette fédé. Dans cette fédération, oui. Parce qu'on a un outil exceptionnel et parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec l'équipe de France et beaucoup de temps ensemble dans les préparations, dans les semaines internationales, en amont des échéances qui nous étaient données d'assumer durant une longue partie de ta carrière internationale. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, tu es le sélectionneur de l'équipe de France A. C'est la classe quand même. Oui, d'un côté, c'est la classe parce que j'ai eu la chance d'être dans le giron fédéral depuis longtemps. J'ai pu me construire au sein d'un staff performant sur 2 grandes périodes de ma vie, de 2005 à 2010 et de 2016 à 2025 aujourd'hui, mais aux côtés d'Olivier Crumbles jusqu'en 2024, jusqu'à ces Jeux de Paris à Lille, qui ont été un moment exceptionnel. Pour une carrière d'athlète, mais surtout pour tout un staff qui a préparé cette échéance-là pendant 4 ans, post-Jeux de Tokyo, et qui avait à cœur de faire le meilleur résultat possible, de préparer nos athlètes françaises à cette échéance. C'est fou, donc tu nous dis que tu intègres pour la première fois les équipes de France A en 2005, et là, 19 ans plus tard, tu te retrouves aux Jeux Olympiques de Paris à faire une finale olympique devant 27 000 personnes à Lille. Oui, la troisième de suite aussi. Parce troisième finale olympique de troisième suite. finale olympique, parce que je te rappelle que celle de Rio était la première et elle s'est ponctuée par une très belle médaille d'argent dont tu as fait partie de ce groupe-là. Et ensuite, la finale de Tokyo en 2021 et de nouveau une troisième finale de rang à Paris, non pas à Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris, mais à Lille et face à la Norvège. Est-ce que tu peux me raconter ce moment, parce que moi je fais, alors c'est génial, mais je fais les 3 coups, les 3 coups sur le terrain et je suis déjà entourée de 27 000 personnes, mais je vais pas jouer un match et c'était malade quoi. Oui, c'est un moment qu'on peut garder en mémoire toute une vie. Et moi, je me suis pas arrêté au résultat. J'ai trouvé que c'était un moment intemporel, mais c'est surtout l'après que j'ai trouvé exceptionnel. Après la remise des médailles, les 3 équipes réunies sur le terrain à faire un clapping avec le public, c'est la plus belle marque de communication et de connivence entre un public et des athlètes de haut niveau. Et ça a été un moment solennel d'une certaine façon, puisque tu me disais ça tout à l'heure en ouverture. Ça a pour moi résumé tout ce qu'a pu être cette campagne olympique et finalement ce qu'était le sport de haut niveau dans cette communion avec le public de chaque instant. Même si à Paris c'était 6000 personnes, c'était une salle qui nous a donné envie de nous intégrer au mieux dans cette compétition-là, de rentrer de plein pied dedans et finir en apothéose comme ça à Lille. C'était un pari incroyable de la part de l'organisation. C'était à ce stade, pas dans le stade, mais à ce stade de faire une finale olympique devant 27 000 personnes, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, c'est un moment que je pense nous ne revivrons pas. On pourra jouer dans des grands stades comme les garçons ont pu le faire au championnat du monde en Allemagne devant 40 000 personnes, mais finalement ça ne relève pas du même degré d'intimité puisque la salle était fermée, c'était le stade Pierre-Mauroy et c'était en France, tout simplement. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas vu ce fameux clapping, n'hésitez pas, vraiment là pour les auditeurs, à aller voir, parce que c'est même pas en direct, ça met des frissons, parce que la symbolique est dingue. Et comme tu le disais, t'as dit 3 mots qui vraiment me titillent: le solennel, le fait que tu ne sois pas concentré sur le résultat, et le côté intime.
il y avait de l'intime dans cette salle, ce qui était fou, de trouver de l'intime avec 27 000 personnes, tu vois. Ouais, parce que c'était le moment ultime. Ça a été préparé par les athlètes pendant les 3 années qui ont séparé la fin des Jeux Olympiques. Il a fallu se reconcentrer. Mais à chaque fois, à chaque étape en fait, de cette progression vers la finale, on a été porté par un public. Et la particularité du handball, je ne connais pas l'ensemble des sports collectifs, mais je trouve qu'il y a une vraie accessibilité, une vraie humilité des athlètes. Et le public nous a porté. Je pense que, en ce qui concerne le collectif féminin, il y a eu de la réciprocité. Nos athlètes se sont mis un petit peu à nu, d'une certaine façon, dans leur volonté de se découvrir vis-à-vis du public. Et on a été portés, mais je pense qu'elles ont su leur rendre en retour ce que le public avait su leur donner. Et j'ai vraiment adoré pouvoir participer, donc effectivement aux Jeux Olympiques, mais au-delà des Jeux Olympiques, à ce moment singulier. Voilà, simplement. C'est ton meilleur moment des Jeux Olympiques ? Oui, pleinement. Ça a été dur aux Jeux Olympiques de Tokyo, il n'y avait pas de public, donc faire une compétition aseptisée d'un bruit et surtout d'une ferveur populaire, c'était difficile. Le résultat, il a été ce qu'il a été, c'est-à-dire un très bon résultat. Mais finalement, si je regarde en rétrospection ces 3 finales-là, je pense que celle de Paris a une place vraiment à part et elle marquera, je pense, des générations de handballeuses. Est-ce que tu as envie de revenir sur cette Olympiade de Tokyo ? Oui, je peux. Comment toi tu l'as vécu ? Avec grande difficulté dans la relation avec les athlètes, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que finalement, on a eu du mal à se comprendre les uns les autres. On aspirait tous à faire une grande performance, mais on n'avait pas véritablement identifié le chemin qu'il était nécessaire de parcourir. Pas mal d'incompréhension aussi sur ce qui nous animait en tant que staff et ce qu'il était nécessaire de mobiliser en termes de ressources chez les athlètes. Donc je dirais que c'est la compétition qui finalement a été la plus probante en termes de résultats et la plus difficile en termes de relations humaines. Très paradoxal. C'est important pour les auditeurs de comprendre aussi, et c'est ce que tu disais avant, que le résultat et l'aventure humaine sont pas toujours liés. Ouais, ça a été un exemple. Alors après, pas faire une généralité, ça a été difficile, mais je pense que ce qu'on a su faire, c'est mobiliser les forces en présence au bon moment et que les athlètes, elles ont su aussi prendre leur part de responsabilité. Et je pense qu'on a fait, au moment ultime, au moment où c'était le dernier virage, faire cause commune et accepter ce que l'on était les uns pour les autres et faire de ce moment-là le passage obligé. S'unir dans la difficulté pour pouvoir performer, et ce qui a un peu débloqué pas mal de choses dans la prestation collective, mais aussi dans la capacité à accepter les autres. Alors c'est vrai que la résilience est très à la mode, mais je pense que on a fait cause commune et c'était aussi ça peut-être la morale de l'histoire. C'est ce qui nous a amené à certains moments à accepter je dirais les comportements des uns des autres et puis de dire ok, on arrête un peu de se comporter comme des enfants et on veut peut-être considérer que le plus important dans l'instant c'est de mobiliser chacun de nos points forts parce que les l'un sans les autres on n'y arrivera pas, donc voilà. Réussir à mettre en pause quelques problématiques pour aller vers un objectif commun. Et tout ça dans un isolement mondial, quoi. Dans un isolement total même, pour te dire. Bon, total. D'une certaine façon, il y avait 14 000 athlètes dans le village olympique à Tokyo, mais c'était au-delà de ce qu'on avait pu imaginer, parce qu'en plus, on était parti bien en amont de la compétition. On est arrivé le 14 juillet sur le territoire japonais, dans une situation de confinement qui nous a amené à ne pas côtoyer d'autres collectifs. On a eu la chance, parce que c'était aussi un moment très particulier. On a pu faire la préparation en même temps que les garçons sur le même site. C'était quelque chose d'exceptionnel et qui s'est toujours pas reproduit depuis 2021.
L'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine se sont côtoyées au sein d'un hôtel dans la région proche de Tokyo, et on a appris aussi à se découvrir les uns les autres. Donc ça, c'était déjà une bonne entame. Et puis après, on a migré vers le village olympique, dans l'immeuble dédié à l'équipe de France. On a côtoyé d'autres disciplines. Donc on n'était pas vraiment isolés, mais je pense que ça a été un moment complètement hors du temps, avec des contingences permanentes sur les examens Covid et sur l'obligation quotidienne qui nous était demandée de respecter, quoi. Voilà, des injonctions liées au médical, et on l'a plutôt bien géré, mais c'était pesant d'une certaine façon, et je pense que ça nous a, alors non pas endurci, ça nous a fait comprendre aussi la valeur des choses, et le fait que la performance, elle repose sur des petites choses, et que globalement la somme des petites choses peut donner un résultat exceptionnel. Tout le monde se souviendra du fait qu'on a été champion olympique, et des bons moments, et peut-être s'amusera des mauvais, ou au moins de ceux qui ont été plus difficiles à gérer. Moi, je les ai encore en tête. Je pense que t'es pas le seul. Là, on passe d'une Olympiade à l'autre, mais c'est vrai que entre les Olympiades, il faut savoir que le handball joue beaucoup de matchs en club, des grosses compétitions aussi, puisque chaque mois de décembre, il y a alternativement un championnat d'Europe et un championnat du monde. Ça fait maintenant des années, donc depuis Rio 2016, que l'équipe de France prend une médaille à chaque compétition. Il y a eu une exception en décembre 2019. Deux exceptions. Ouais. Allez, 3, on va dire 3. On finit 13e du championnat du monde 2019. On doit finir 4e de l'Euro 2022 et de l'Euro 2024 très récemment. Ouais, j'avais en tête après l'échéance jusqu'à Paris. Et donc c'est ça. Toi, tu apprends que tu deviens sélectionneur, c'est en septembre 2024 ? Totalement. Tu prends le relais d'Olivier Crombols, entraîneur emblématique de l'équipe, dont tu as été adjoint pendant des années. Comment ça se passe ? Je dirais que c'est plus iconique qu'emblématique, hein, si on fait de la sémantique. Pourquoi ? Parce que quand on pensait à l'équipe de France, on a souvent pensé à son entraîneur, Olivier Crombols, parce que c'était l'image de l'équipe de France. C'est celui qui a fait le plus de compétitions, qui a pris l'équipe de France en 98, je crois, de mémoire, et qui l'a amené sur les sommets. Et donc finalement, 98 à 2013 et 2016 à 2024, beaucoup de générations de joueuses se sont succédées. Donc lui, étant resté en place, je considère que c'est plutôt iconique qu'emblématique. Mais voilà, c'était, je sais pas, une suite logique. Ça a été le choix de la fédération. Je me suis posé longtemps la question de savoir si ça me disait de continuer, et si je pouvais continuer, avec qui. Après le championnat du monde 2023, j'ai fait acte de candidature auprès de la fédération, avec l'idée de pouvoir travailler dans la continuité, avec une certaine forme d'héritage de ce que Olivier avait pu construire en général, et depuis 2016 en particulier, parce que j'avais eu la chance de pouvoir être vraiment à ses côtés, d'essayer de comprendre quels pouvaient être les axes qu'il avait mis en avant, et comment il avait pu agir. Donc, mais ce qui était important pour moi, c'était d'avoir aussi l'aval d'une grande majorité des membres du staff. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle d'héritage, effectivement, il y a un héritage, mais il y a aussi un savoir-faire. Et dans ce savoir-faire-là, il y a des compétences. Et les compétences, elles sont agglomérées autour du médical, avec Cindy Connor, la performance avec David Burguin, pouvoir aussi travailler au plus près avec Amandine Leno, qui nous avait rejoint entre-temps, c'est-à-dire savoir si ces gens-là, ils avaient encore envie de continuer, et si oui, est-ce que je pouvais être la bonne personne pour animer le staff et être le meilleur en capacité de passer le témoin. Voilà. Donc là, tu as évoqué Cindy, qui est la médecin, David, qui du coup est devenu ton entraîneur adjoint, qui était à mon époque analyste vidéo, mais bien plus que ça, parce que faut comprendre que le staff de l'équipe de France féminine de hand est large, et c'est une énorme chance pour les joueuses. C'est-à-dire qu'on est entouré de 4 entraîneurs
très très talentueux, qui sont le coach, entraîneur, l'entraîneur et les 2 analystes vidéo, qui sont des coachs en club qui sont dans des structures qui sont très très importants et sur qui on peut se reposer nous aussi en tant que joueuse. Donc sur une compétition qui dure 1 mois, où on est enfermé, où on joue tous les 2 jours, on a beaucoup de relais. Il y a aussi Cindy la médecin et il y a aussi 3 kinés, un préparateur physique, un préparateur mental. Il y a beaucoup de gens autour et qui sont très 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 importants pour la performance. Tu disais l'importance de s'entourer. Est-ce que ça a toujours été facile de savoir de qui t'entourer ? Ça s'est avéré facile d'une certaine façon parce que c'est les gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc je les ai questionnés et au regard de la volonté qu'était leur de travailler avec moi, c'était d'autant plus facile. Après, dans les personnes que tu citais, on n'a pas mis de nom sur le préparateur physique, mais quelqu'un comme Pierre Terzi, qui a été de toutes les aventures, qui est rentré dans le staff de l'équipe de France en 2004, dans la préparation des Jeux d'Athènes, qui est revenu après sur les échéances à partir de 2010. C'est quelqu'un qui avait une vraie connaissance de ce qu'était le handball de très haut niveau, puisqu'il avait été entraîneur à Dijon, mais qui est aujourd'hui, qui était la pierre angulaire du travail engagé par Olivier sur les équipes de France, et qui est porteur d'une compétence et d'une connaissance du très haut niveau qu'il me semblait difficile de remplacer. Voilà. Et donc il a fallu chercher quelqu'un qui pouvait s'inscrire au moins dans une logique, alors je dirais pas scientifique, mais qui pouvait être force de proposition et créatif, parce que la créativité c'est quand même quelque chose qui m'importait énormément. La force de Pierre, c'est de pouvoir faire passer beaucoup de messages sous forme de jeu et qui avait cette capacité à donner de l'énergie au groupe. Donc c'était une perte très importante, à l'instar de celle d'Olivier. Donc c'était deux très gros postes à remplacer. Alors je pense qu'aujourd'hui la présence de Clément Lambert est de qualité, et quelqu'un qu'on a récupéré du water polo et qui s'impose stage après stage au regard de sa bienveillance, et au-delà de ça, de cette envie de s'inscrire dans la continuité du travail de Pierre. Voilà, avec beaucoup de sourire et l'envie d'apporter de façon certaine tout ce qu'il a pu emmagasiner comme information auprès de Pierre Terzi. Et du coup, dans ces personnes de qui tu as décidé de t'entourer, c'est vrai que c'est des grosses sessions d'1 mois de compétition, des stages qui sont très très denses. Est-ce que c'est toujours facile pour toi, la vie en collectivité ? Alors ça a toujours été facile, la vie en collectivité. Je sais pas, est-ce que ça me correspond, parce que ma personnalité fait que j'aime être entouré ou j'aime m'entourer. C'est 2 choses différentes. Je dirais que avec le recul, j'ai quand même énormément de bons souvenirs de ce qu'on a pu traverser en tant que staff, mais staff bien plus large que le staff en tant qu'équipe. On avait tout à l'heure propos sur les Jeux Tokyo, mais globalement sur plus de 19 ans de carrière et de travail avec les équipes de France, il y a énormément de très bons moments. Alors après, ils sont ponctués par des médailles ou pas, parce que la finalité sportive, elle est importante, mais elle révèle pas en fait ce qui est fondamental pour moi aujourd'hui, c'est la relation humaine et comment on a su ou pu gérer des difficultés, des circonstances délicates à certains moments pour pouvoir exprimer le maximum du potentiel de l'équipe. Et je pense que Olivier a été vraiment l'architecte d'énormément de réussites, parce qu'il a su agglomérer les énergies et faire cohabiter tant de diversité au sein d'une équipe. C'est vrai que ça c'est dingue, parce que c'est vraiment regrouper des gens très différents, d'âges différents, à un moment donné d'éducation différente, de caractères extrêmement différents, et de réussir à en faire une équipe pour les mener vers un objectif commun. Est-ce que toi, dans ta sélection, qu'est-ce que tu privilégies ? On a toujours tendance à privilégier le technique, parce qu'on est des techniciens, donc c'est vrai que ça nous semble beaucoup plus simple de faire une analyse par ce filtre-là. Je pense que la réalité du sport de haut niveau doit nous amener à avoir
un regard déjà plus large et savoir si les athlètes sont capables de mobiliser à certains moments et surtout en situation difficile tout leur potentiel. Ça, c'est la première des choses. Savoir comment on peut les faire travailler de concert. Alors sur 2 phases, hein, la préparation et l'entraînement, on va dire, et l'expression de leur qualité sous stress et sous tension, parce que je l'avais pas mesuré comme ça, mais quand on a fait la finale du championnat du monde en 2017, quand on a été à Hambourg, quand on rentre dans la salle et que c'est vide et qu'on se dit bon, on va faire un match de handball, et quand on revient après avoir fait un brief dans le vestiaire et que c'est blindé de chez blindé, et on se dit waouh, en fait finalement c'est extraordinaire ce que font les athlètes, c'est-à-dire que ils sont regardés déjà par 8 à 10 000 spectateurs, il y a les téléspectateurs, et comment on arrive à se mettre dans une bulle et être dans l'instant présent véritablement. Moi, j'y arrivais pas à cette époque-là, hein. J'étais non pas pris par le moment, mais je me suis toujours laissé traverser, ou j'ai essayé de le faire, mais j'étais admiratif de ce qu'elles ont pu faire, de ce que tu pouvais faire aussi, parce que tu étais sur le terrain à ce moment-là, et que c'est vraiment en étant confronté à ce brouhaha général et à la circonstance en tant que telle qu'on peut mesurer les efforts que on pensait que vous étiez en mesure de consentir pour pouvoir vraiment vous focaliser sur la performance, et vous l'avez fait à maintes reprises. C'est un des plus beaux jours, quoi. Cette finale de championnat du monde 2017, la victoire contre la Norvège. Et moi, je me souviens être rentrée dans ce match avec il n'y avait aucune chance, aucune possibilité pour qu'on ne gagne pas. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ? Je ne sais pas. Je pense avoir quelques billes sur ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, au moins ce qui peut amener à la perte d'une circonstance et d'une opposition. Ce que je note particulièrement pour cet événement-là, c'est que vous avez refusé de perdre. Le parcours qui a été le nôtre a été de qualité, mais le jour de la finale contre la Norvège, alors je vais pas reprendre tes propos, mais je vais reprendre l'idée que tu as mise en avant, c'est que ce jour-là, vous aviez décidé de n'accepter à aucun moment la possibilité de perdre, parce que vous aviez déjà perdu maintes fois contre la Norvège, et que ça vous semblait injuste, et que finalement, vous ne voyez pas dans quelle mesure ça pouvait se réitérer encore et encore, et que ce jour-là, vous avez décidé collectivement que... Alors, j'ai utilisé cette image-là pour la préparation d'un certain match à l'Euro. Tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf il est sur un pont et qu'il refuse qu'il y a un monstre qui traverse, et pour que les hobbits ils puissent accéder à la suite de leur voyage, il s'interpose et il tape très très fort sur un pont qui s'effondre, et il dit « vous ne passerez pas ». Et voilà, en termes d'image, c'est ce que j'ai pensé a posteriori, c'est que vous avez créé les conditions pour que... elles ne passent pas. Elles ne sont pas passées. Et elles ne sont pas passées. Parce qu'un an avant, on perd ces mêmes Norvégiennes, en demi-finale de l'Euro. Et moi, je pleure toute la nuit et je me dis, plus jamais je perds dans ces circonstances. Je pense que j'ai pas été la seule cette nuit-là à me dire, c'est fini. Et je pense que ce jour-là et d'autres jours, moi, j'ai pu faire et on a pu faire des choses dingues dans des moments chauds, comme tu le décrivais, parce qu'on avait été déconditionnés, on avait été autorisés. Voilà, je me reconvertis dans la préparation mentale et je me rends compte à quel point en équipe de France, en 2016, quand vous êtes revenu à la tête de cette équipe de France, avec un préparateur mental dans les valises, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce déconditionnement et cette autorisation de faire, d'oser, d'y aller, ça nous a permis dans les moments très importants de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées, quoi. C'est ce que vous avez demandé, hein. Vous avez demandé à ce que le staff de l'équipe de France revienne, vous avez demandé à ce qu'on soit accompagnés tous d'un préparateur mental qui était Richard Auvrin à cette époque-là, et je pense que ça vous a été bénéfique, mais pas qu'à vous, à nous aussi, parce qu'on avait construit notre handball autour de la modélisation, hein. À l'époque, Eric Barada était entraîneur adjoint, il était un inconditionnel du jeu norvégien, j'étais un inconditionnel du jeu russe, et on vous disait, voilà, les Russes font ça, les Norvégiens font ça, et puis je me souviens très bien qu'Estelle Enzimenko un jour m'a dit, mais est-ce que
pouvez nous parler de nous. Nous, on fait quoi et vous attendez quoi de nous et voilà ce qu'on fait. Dites-nous si c'est bien ou si c'est pas bien, mais arrêtez de nous comparer aux Norvégiennes ou aux Russes parce que il suffit. Il suffit. Et ça nous a fait un grand bien parce que ça nous a obligés à nous dire, à avoir vraiment une inversion de tendance en disant bon, ok, on est les Françaises. Pareil, hein, j'ai beaucoup de références au sport et au sport animé, on va dire, puisque dans Rasta Rocket, les Jamaïcains ils disent on va faire les Suisses, allez Hans Weidra, on va pousser le bobsleigh et on va faire comme les Suisses. Et finalement, ils poussent le bobsleigh comme des Jamaïcains et ils gagnent pas, mais ils gagnent le respect de tout le monde en étant eux-mêmes. C'est un peu ce parallèle-là que j'ai observé quand on est revenu en équipe de France. Oui, vous avez osé. Vous avez osé, mais bon, vous n'avez pas attendu qu'on vous le permette. Vous avez gagné cette autonomie-là d'une certaine façon. C'est-à-dire que le climat et le contexte étant plutôt favorables au regard de notre retour et du travail qu'a engagé Olivier, parce qu'il y avait un travail énorme qui avait été engagé par Olivier sur le fait que il nous a donné qu'une seule consigne en tant que staff, c'était de se mettre à votre disposition. Voilà, il a créé le cadre, c'était vous vous mettez à leur disposition et vous faites ce qu'il est nécessaire pour qu'elle s'exprime et qu'elle s'émancipe peut-être de certaines règles qu'on avait pu poser avant ou de choses qui leur semblaient non pas nécessaires, mais que nous, équipe de France, avions généré, ou club aussi. Voilà, donc mettez-vous à leur disposition, soyez à leur écoute et créer les conditions de la réussite. Voilà, c'était ça qu'ils nous avaient demandé. Et dans la notion d'héritage, j'essaie aussi de faire vivre ce message-là auprès du groupe France actuellement. Ouais, l'importance du cadre posé et l'importance de l'identité forte, et puis de savoir où on va et de l'expression de la singularité à l'intérieur de ça. Je sais que ça nous a rendu très fortes c'est ça, de se dire on veut ressembler à personne d'autre, quoi. Mais vous n'avez ressemblé à personne d'autre, hein. Vous étiez une équipe de France alors conquérante. Et ce qui m'anime aujourd'hui avec le groupe France, hein, qui m'est donné de diriger, c'est de redevenir conquérante. Dans cette reconquête, quelque chose qui m'intéresse te concernant, c'est que moi, quand je t'ai connue, t'avais du mal à prendre soin de toi. Tu travaillais de manière considérable, mais jour et nuit, pendant des jours. Et quand je t'ai recroisée aux Jeux Olympiques de 2024, quelque chose avait changé. Je dirais que je ne sais pas si je sais encore prendre soin de moi. Par contre, j'ai toujours su déléguer aux bonnes personnes. Comme Olivier nous l'a enseigné d'une certaine façon, nous l'a appris. J'ai eu tellement de plaisir à travailler avec Eric Barada durant ces années. Quand il est parti pour prendre la filière, j'ai toujours échangé avec lui. Et c'était important pour moi aussi d'être en contact avec le responsable de la filière parce que d'une certaine façon, on a toujours fait équipe et on fera, je pense encore toujours équipe. Et puis le fait que David Burguin nous ait rejoint, également Christophe Caillabé qui a travaillé longtemps avec l'équipe de France, c'est-à-dire que à aucun moment on a pu considérer que les personnes du staff n'étaient pas en capacité de répondre aux sollicitations, et au-delà de ça ils ont tout le temps été prospectifs et ils ont été dans l'anticipation, et donc finalement on a dit en termes de charge de travail on arrive à faire ce qu'il y a à faire, mais est-ce que c'est nécessaire d'en faire beaucoup plus? Non. Comment on peut faire mieux? Donc on est passé de l'extensif on va dire au plus précis, à quelque chose de plus intensif, de l'extensif à l'intensif, parce que c'est intensif en compétition, mais on a fait en sorte de nous aider de par l'extérieur avec des gens compétents mais qui n'étaient pas in situ. On s'est donné des tâches. En 2023, ce qu'on s'est assigné avec David et Christophe, c'était de ne pas travailler après 23 heures. Donc on a créé les conditions. C'était vraiment une vraie révolution. Parce que très souvent on finissait à 3h ou 4h du matin pour chercher un détail, vraiment un détail, alors qui peut être significatif ou qui peut ne pas l'être, mais avec toujours l'idée d'être impeccable à la présentation, d'avoir une présentation exhaustive. On s'est dit, force est de constater qu'on avait mis des choses en place en 2022 qui n'avaient pas été très opérationnelles ou pas concluantes. Pourquoi ne pas faire différemment? Parce que quand on fait toujours la même chose, on a à peu près le même résultat. Donc en 2023, on s'est assigné à ne pas dépasser 23 heures. Donc on n'a pas dépassé
une grande majorité du temps les 23 heures et on a réussi à être champion du monde. Donc on s'est dit, c'est pas une méthode, mais par contre, ça montre qu'on peut faire différemment. Donc on a réorganisé notre travail et on l'a réorganisé avec cette logique-là de ne pas arriver exténué à la fin de la compétition. Ce qu'on n'a pas su faire sur l'Euro 2024, on est arrivé très très fatigué à Vienne, mais je pense que c'est la compilation d'une année qui a débuté bien en amont en 2023, plutôt en mars 2023 qu'en octobre 2023, parce qu'on a changé énormément de choses dans le jeu de l'équipe de France et on s'est fait force de, non pas de tout modifier, mais de modifier énormément de choses de façon à ce qu'on ne soit pas prévisible. On ne l'a pas été en 2023, on a été un peu plus en 2024. On est toujours dans cette logique-là de surprendre et au-delà de la surprise que l'on peut générer sur l'adversaire, c'est d'être en capacité d'être en accord les unes avec les autres, d'avoir cette connaissance minimale de ce qui nous anime au niveau notamment offensif, parce qu'on a toujours été une très très grande équipe en défense, avec plus de difficultés en attaque. Et les filles ont énormément adhéré, et comme elles ont adhéré et qu'on a pu capitaliser, on s'est dit qu'on pouvait continuer à ne pas se coucher au-delà de 23 heures, donc on est arrivé moins fatigué, évidemment. Moi, je suis un peu curieuse de savoir comment toi, tu te nourris un peu intellectuellement, émotionnellement, créativement, si c'est dans le handball, si c'est en dehors. Pas mal dans le handball parce que je suis quelqu'un de curieux, je suis curieux au sens large du terme, mais dans mon activité professionnelle, j'ai toujours voulu vivre intensément et me nourrir de ce que pouvaient produire les autres nations, parce que j'ai trouvé que chacun avait sa culture et globalement avait une ligne directrice. Donc je voulais être le plus en accord possible avec ce qu'on pouvait développer en France, mais surtout être non pas dépositaire, mais c'est l'idée que j'en ai, c'est-à-dire vraiment un historien de l'activité, quelqu'un qui pouvait te parler du handball des années 70 aux années 2024 sans difficulté, qui connaissait une grande partie des athlètes, alors plutôt féminins, parce qu'il a bien fallu qu'à un moment donné je fasse un choix au regard des connaissances, savoir qu'est-ce qui a animé le handball féminin durant toutes ces années, quelles étaient les caractéristiques des nations, qu'est-ce qui faisait que le handball asiatique était différent du handball africain et du handball européen, qu'est-ce qui a amené de la singularité dans le jeu de l'équipe de France, justement pour reconstruire les choses, pour s'inspirer sans être un copieur. Qu'est-ce qui fait la force de l'Espagne, qu'est-ce qui en fait sa particularité, sa spécificité, qu'est-ce qu'est l'Allemagne, qu'est-ce que le handball scandinave. Est-ce que c'est lié aux athlètes ou aux logiques comportementales qui sont développées par leurs entraîneurs? Donc on a fait un très très gros travail d'analyse, c'est ça qui me nourrit. Alors dans ma sphère professionnelle, j'ai toujours voulu être un expert. En fait, c'est quand le nom des experts est sorti chez les garçons, je me suis dit mais est-ce que c'est pas ça que j'ai envie d'être? Un expert dans ma discipline, quelqu'un à qui on peut poser des questions et qui a le plus souvent une réponse cohérente, si possible la meilleure. Quelle est cette joueuse et qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Ça m'a toujours animé, par curiosité principalement. Et puis qu'est-ce qui me nourrit? Dernièrement, j'ai été voir une exposition sur les robes de haute couture au Louvre. Parce que c'était une opportunité de passer du temps en famille, mais ça m'a énormément intéressé de voir ce que c'était le très très haut niveau dans le domaine de la couture et ce qui faisait qu'il y avait un Dior, qu'il y avait un Lagerfeld. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont marqué, alors j'allais dire leur discipline, mais qu'est-ce qui fait que dans la société, leur nom est connu et reconnu, et pourquoi tant d'intérêt? Et j'ai trouvé que au-delà de ce qu'ils pouvaient dessiner, c'est surtout les gens qui devaient les accompagner, les petites mains. J'ai dit mais en fait on les met en avant, c'est eux qui sont en exergue, mais tous les autres, tous ceux qui ont permis que la robe existe, que ce soit celui qui a fabriqué le tissu, celle ou la plupart du temps ce sont des femmes qui assemblent les pièces et qui ont donné vie à ce dessin. C'est ça qui est important et c'est ce qui m'anime dans mon travail de staff.
j'ai à cœur de rendre à chacun des membres du staff la notoriété qui lui est due. Le mettre en avant comme il se doit. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît au quotidien. C'est-à-dire que chacun d'entre nous apporte quelque chose à l'équipe de France et je veux que ça lui soit rendu finalement. Voilà ce qui m'anime. Après, culturellement, j'aime bien la géopolitique. J'essaye de comprendre aujourd'hui ce qui n'est pas visible. J'aime bien l'invisible. Donc, j'essaye de croiser au maximum les informations, notamment sur la géopolitique plutôt à l'est de l'Europe et les mécanismes qui nous ont amenés à ce conflit, pour moi, majeur et qui n'a pas lieu d'être. Mais bon, quels sont les intérêts de chacun des protagonistes et au-delà de ça, de ceux qui ne sont pas visibles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent et qui ne sont pas forcément en première ligne. Et puis, j'aime bien aussi passer du temps au niveau des échanges sur la cuisine. J'adore la cuisine. On avait fait en préparation des jeux un concours Masterchef avec Cesare Cocuccia qui est toujours notre kiné. Et on avait scindé le collectif France en deux. On avait fait 2 brigades et on s'était opposé sur un jeu qui visait pendant 1h30 à proposer un menu qui était soumis à dégustation par les membres du staff et qui nous ont amené à passer un moment délicat, extraordinaire, de connivence avec l'équipe et qui a été une très belle transition, au moins, peut-être pas transition, qui a été un très bel interlude dans la préparation des Jeux Olympiques et qui montre aussi l'intérêt de partager autre chose que le handball. Voilà, donc globalement, la géopolitique, ça m'intéresse et la cuisine. Tout ce qui est lié à la cuisine, mais au sens universel du terme, pas que la cuisine française. J'aime bien la cuisine japonaise, j'aime bien tout ce qui est asiatique, j'aime bien découvrir des choses et les partager avec mes filles aussi. Trop cool, c'est hyper puissant, ça vient de partout. Cette diversité, elle est importante pour toi. Mais oui, quand on a une famille comme la mienne, une femme russe, des enfants franco-russes, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a l'esprit très ouvert et qui m'a fait grandir tout au long du temps qui est le nôtre. Et aujourd'hui, j'ai 49 ans et je connais ma femme depuis 30 ans et ça m'a permis d'avoir les pieds sur terre, finalement. Je vois de quoi tu parles. Sur les inspirations, c'est marrant. Il y a un truc qui me venait en pensant à toi, qui était autour de la musique aussi. Ah, je peux pas vivre sans la musique. Ouais. Alors, si vous êtes dans un hôtel et que l'équipe de France est présente, vous ne le raterez pas ma chambre parce que je sais pas vivre sans musique. Dernièrement, on a eu... tu me disais qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être moins fatigué. On a fait aussi une formation avec l'armée sur les techniques de respiration, en fait, sur l'optimisation des ressources, ce qui s'appelait avant les techniques d'optimisation de la performance, qui a été rebaptisé ORFA par les services des armées, et on les a sollicités pour qu'ils nous apprennent à respirer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas respirer. Alors on ne s'en rend pas compte, hein. Ils nous expliquent qu'on ne sait pas respirer et que finalement, en termes de relaxation ou de dynamisation, on a plein de choses à apprendre. Donc, sur les conseils de notre médecin, on a fait une formation de 2 jours, tous les membres du staff, avec une cellule de l'armée qui a bien voulu prendre du temps et nous accorder toute sa compétence pour nous apprendre à mobiliser par différentes techniques nos ressources et faire en sorte qu'on soit peut-être moins fatigué dans les périodes de stress et surtout dans les périodes que tu as identifiées comme longues d'1 mois de compétition pour qu'on arrive avec le plus d'énergie possible sur la fin de compétition, là où les athlètes ont besoin de nous. Par rapport à cette question de ce qui te nourrit, tu t'évoquais aussi les rencontres de ta vie, ta femme et tes filles qui sont aussi... t'es entouré de femmes et c'est aussi particulier pour un homme d'encadrer un groupe de femmes. Ça a été pour toi
assez évident, puisqu'à une vingtaine d'années, tu es déjà dans des collectifs féminins et tu t'es toujours Ouais, senti à l'aise. c'est évident et naturel. Alors après, ça s'est fait de façon... alors c'est non pas surprenante, mais j'ai été à Limoges. J'ai très jeune choisi d'entraîner parce que j'avais envie de faire de la performance finalement. Et j'ai eu plaisir à entraîner mes meilleurs amis sur un niveau de National 3 alors que j'étais vraiment le plus jeune de l'équipe. Ça m'a convenu. Et puis ma compagne de l'époque, qui est devenue ma femme après, a été sollicitée par un club de National 1B sur Poitiers et que j'ai accepté de la suivre. Ce qu'elle fera gentiment aussi dans les années suivantes, puisque c'est plutôt elle qui m'a suivi après. Et il y avait l'entraîneur ayant démissionné, j'ai pris la suite. C'était ma première expérience avec un collectif féminin. C'était à Poitiers. On était à cette époque-là, donc ça devait, je sais plus quel niveau c'était la Nationale 1 d'ailleurs, oui. Et après, on a réussi à monter en 2e division. Et puis ça m'a plu. En fait, ce qui m'a plu, c'est que travailler avec les filles, c'était pas de la négociation en permanence. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été un joueur de très haut niveau et que finalement, jusqu'à preuve du contraire, dans la mesure où j'étais convaincant, j'avais une réponse, quoi. J'avais une réponse et une belle réponse, et les gens étaient plutôt enclins à mobiliser leurs ressources et se sont pleinement investis. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, le handball féminin, et j'ai jamais été déçu depuis. C'est cool à entendre. Est-ce qu'il y a, pendant cette vingtaine d'années, des joueuses qui t'ont marqué ? Il y en a qui m'ont marqué sur les écrans parce que j'ai pas travaillé avec elles, comme Leïla Lejeune. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec bon nombre des joueuses qui ont été championnes du monde en 2003, que ce soit Véronique Péqueux-Roland, Isabelle Wendling et Myriam Korfanty-Borg. Je la nomme parce que ça a quand même une importance pour la suite. Je dirais que vous m'avez marqué. Votre génération m'a marqué, les Estelle Zemenko, les Manon Ouellette, les Siraba Dembélé, les Alexandra Lacrabert, pour différentes raisons. De par vos personnalités, de par ce que vous avez su mobiliser et engager. Aujourd'hui, des Grace Zahadi, des Orlan Canor, des Laura Gloser, des Valérie Nicolas aussi, puisque j'ai eu la chance de côtoyer des joueuses qui ont marqué le handball féminin, puisque Valérie a quand même marqué notre sport. Voilà, j'ai travaillé avec bon nombre d'entre vous, sous l'égide d'Olivier, et j'ai trouvé extraordinaire votre engagement. Et durant toutes ces années, j'ai trouvé que le handball féminin gagnait en lettres de noblesse, qu'il n'y avait vraiment pas à rougir par rapport au handball masculin. Même à contrario, je pense que vous pouvez être fiers du chemin parcouru et de ce que vous pouvez amener pour les jeunes filles qui pratiquent, mais pas que, pour l'activité en général. Et globalement, vous êtes une source d'inspiration, à mon sens. Et on pense très fort à toutes les petites auditrices qui nous écoutent, toutes les fans de handball, celles qui commencent, celles qui sont déjà passionnées depuis un moment, celles qui sont dans les gymnases, qui nous encouragent. C'est très, 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 très important pour nous. C'est vrai que cette équipe de France prend toujours le temps, à la fin de chaque match, de signer des autographes, d'échanger, de partager, puisque c'est clé dans ce sport populaire qu'est notre sport. Et on essaye de le laisser comme ça, hyper accessible. J'adore. T'as quelque chose à dire ? Oui, je pensais que je voulais préciser, puis j'en avais sûrement oublié plein d'autres, parce que je pense que en plus de 20 ans, on a croisé énormément de parcours. Mais je passe un coucou à toutes celles que j'ai oubliées, mais comme on n'avait pas préparé proprement dit une liste très exhaustive, je dirais que voilà, c'est les premières personnes à qui j'ai pensé. Mais c'est vrai que cette équipe de France, elle est riche de toutes les joueuses que vous avez pu être, et j'espère qu'elle a encore, mais j'en suis sûr, de belles années devant elle. Et ce qui est dingue, en effet, c'est que tu dis avoir connu Myriam Korfanty-Borg, et depuis quelques semaines, tu entraînes maintenant en équipe de France sa fille. Oui, mais Olivier m'avait expliqué que c'était possible, puisque il a entraîné Emma Jacques. Et lui, a été, du fait d'une carrière très longue,
en mesure d'entraîner mère et fille. C'est un moment très, très particulier quand tu as été entraîneur de haut niveau de pouvoir partager la carrière de différentes athlètes et encore plus quand elles sont mère et fille. Donc Emma Jacques qui est la fille de Melinda Szabo. J'ai l'impression que dans l'identité que tu as envie d'instaurer dans ton coaching, de ce que j'ai entendu sur cet hiver à l'Euro, en effet, il y a le résultat, mais il n'y a pas que ça. Tu as envie de mettre en avant cette aventure humaine, l'importance que chacune se sente bien, comprenne son rôle. Il y a quelque chose autour, c'est ça, de la compréhension du projet, compréhension de l'endroit où on va, et puis que chacune puisse se sentir bien là-dedans, c'est important. Ah, mais c'est fondamental. Moi, ce qui m'avait animé dans mes prises de parole sur l'Euro, c'est le fait qu'on devait progresser match après match. Ça me semblait important, qu'on aspirait à sortir du match en souriant. Bien sûr, quel que soit le résultat, mais si on sort en souriant, c'est qu'on a créé les conditions de la victoire. Donc c'était peut-être ce qui me semblait le plus important. Tu disais tout à l'heure qu'en 2013, vous aviez osé. J'aime beaucoup ça. J'aime que les filles, elles soient... Alors en fait, qu'on crée les conditions de leur expression, finalement. On a beaucoup de... Je pense qu'on galvaude énormément cette notion de prise d'initiative. Mais c'est de notre fait. C'est nous qui... On a un discours qui est contradictoire, voire ambigu. On prône la prise d'initiative, mais on crée les conditions inverses. Et je me rends compte que j'essaye justement de pas avoir un discours ambivalent et à chaque instant de pas être paradoxal. Et je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Donc il faut que je sois encore plus précis dans mes consignes, que je crée, au-delà d'un climat de confiance, une communication qui soit la plus claire possible et la plus inspirante possible pour les athlètes. Il faut qu'elles se sentent bien. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc il faut allier les actes à la parole. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça me fait du bien. Je pense que ça ferait du bien à pas mal d'auditeurs, d'auditrices aussi. Est-ce qu'il t'est arrivé de douter de ça à un moment donné ? Alors pas de ça. Parce que alors là franchement ça fait partie de mes convictions. Et puis j'ai eu à cœur d'expliquer aux joueuses que c'est ce qui ferait que je pourrais prendre énormément de plaisir à faire ce que j'ai à faire et que je pourrais remettre en question mon rôle et ma participation parce que c'est au travers de ça que j'ai envie de réussir. Voilà, j'ai pas envie de réussir à n'importe quel prix, même si c'est toujours plaisant de réussir et ça flatterait mon ego, mais je pense que je serais pas en équilibre. Alors j'espère que je vais pouvoir réussir avec cet état d'esprit-là, parce que c'est celui qui est le nôtre au sein du staff. J'ai la chance d'être bien accompagné, de beaucoup échanger avec mes adjoints, mais pas que. On discute avec le kiné, on discute avec le manager général, on discute avec notre chef de délégation, on discute avec notre directeur technique national. On sait qu'on a un devoir de résultat à la Fédération française de handball, et en particulier en équipe de France féminine de handball. Mais moi, je suis convaincu que nos résultats ils seront pérennes à ce prix-là, à celui de faire en sorte que les athlètes elles se sentent bien en équipe de France. Je leur ai dit très récemment que j'ai pas menti, mais j'ai pas été très clair. Bon, c'est pas très clair, c'est que je leur ai pas dit vraiment le fond de ma pensée. Je leur ai dit que si elles prenaient du plaisir en équipe de France, c'était très bien, mais que c'était pas forcément ce que j'en attendais. C'était juste un discours. Parce que j'aimerais qu'à chaque fois qu'elles reçoivent une sélection en équipe de France, elles soient heureuses, que quand elles partent, la première chose à laquelle elles pensent, c'est qu'elles ont envie de revenir et qu'elles aient passé une bonne semaine. Mais c'est pas là-dessus que je suis évalué. Je suis évalué sur la performance. Donc il y a certains moments, je suis obligé d'avoir un discours un petit peu contradictoire avec le fond de ma pensée. Je le fais là sciemment. Je pense que plus ça va, plus je serai alors non pas en dissonance comme je le suis là, et plus en résonance avec ce que je veux mettre en place. Voilà, c'est transitionnel, on va dire. C'est juste pour faire de l'effet. Parce que j'aime beaucoup les prendre à contre-pied. Alors c'est très intéressant. Parfois, ça peut me poser quelques problèmes de compréhension.
J'ai pas compris ce que tu as voulu mettre en place. Oui, mais moi non plus finalement. Voilà, j'essaye de les surprendre et je leur demande de me surprendre, au bon sens du terme. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on a de la vigilance et si on a ce petit côté... dans les années 80, il y avait des sucettes qu'on trempait dans des pas des peptides, mais des choses qui étaient un peu piquantes et ça donnait un goût particulier. Et j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est acidulé. Voilà. Pas tout le temps. C'est pas ma tasse de thé, mais je trouve que de temps en temps, quelque chose d'un peu d'acidulé, un peu piquant, ça réveille. Et j'essaye de le faire vis-à-vis d'elle, mais j'aimerais bien qu'elle le fasse vis-à-vis du staff. Elle s'en accommode pas mal quand même. Ouais, il y a aussi toute une fraîcheur dans cette nouvelle génération que tu as pris la décision de sélectionner sur cette année 2025. Ça te plaît, ça? Ça t'intéresse, les profils qui arrivent? Ça me plaît énormément, mais c'est pas une finalité. La finalité, c'est de performer. Et c'est quel est le bon dosage entre l'expérience des joueuses et ce qu'elles veulent bien concéder au groupe et donner aux autres. Et je trouve que dans cet ordre d'idées-là, nos joueuses sont véritablement allouées, nos joueuses expérimentées. Les jeunes qui arrivent sont talentueuses, mais on les avait identifiées comme telles. Le travail d'Éric Barada, de son staff, Françoise Nicole, Eric Calcanini, depuis des années, sur les jeunes et sur les juniors, le travail de la filière est alloué. Donc on savait qu'on avait des pépites, mais pas que. La marche est extrêmement grande. Et je trouve que les joueuses qui sont là pour les accompagner... Alors, toutes les joueuses ne sont pas là. J'ai mis pas mal de joueuses aussi en repos, comme Grazadi ou Estelle Enzemenko, parce que ça a été éprouvant. Je vous disais, depuis mars 2023, tout le monde est sur le pont avec vraiment cette idée de performer aux Jeux Olympiques. Il se trouve qu'on avait fait un championnat du monde qui a été au-delà de nos espérances. Et il a fallu se gérer des qualifications ou des matchs amicaux, de la préparation sur une année olympique. Et quand on a réenchaîné pour le championnat d'Europe, on n'a pas eu le temps de souffler. Il était nécessaire qu'une partie de l'équipe de France aussi souffle pour se préserver de blessures graves. Et puis c'était la fenêtre, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, à mon sens, une juxtaposition dans l'espace-temps qui m'a amené à pouvoir le faire. Je l'ai fait avec plaisir. Tu me posais la question sur le doute. J'ai jamais douté. Par contre, j'étais très intrigué de savoir comment on pouvait se comporter, comment nous, on allait articuler tout ça. Je suis enjoué, ravi, parce que j'ai pu aller vraiment... j'ai été même plus loin que ce que je pensais. Non pas dans la sélection des joueuses, mais dans les formes de jeu développées. Je voulais des réponses, j'en ai. Je voulais expérimenter, j'ai expérimenté. Et en plus, on a gagné. Alors je me dis, waouh, qu'est-ce que tu vas faire tout ça? Donc là, on va se poser, on va tout mettre à plat et on va expertiser. Et encore et toujours, se donner du temps. Là, qu'on essaye de faire, je pense qu'on fait mieux, c'est donner du temps aux joueuses aussi pour faire des feedbacks. On a préparé les compétitions avec des petits speed dating. On a fait des temps d'échange dans la compétition avec des objectifs en leur traduisant leurs compétences sur l'entraînabilité, l'investissement, l'engagement. Et on a fait des points d'étape. Là, on va faire en feedback, je vais leur consacrer 1 heure à chacune d'entre elles pour qu'elles me disent handballistiquement comment ça s'est passé, et pas que. Comment elles se sentent, elles, en tant qu'athlète, comment elles se sentent en tant que femme, comment elles se sentent en tant qu'individu dans le groupe France. S'il y a des choses que je perçois, des choses que je n'ai pas vues, des choses qu'elles veulent me dire, des choses que je veux leur dire, en toute transparence et en tête à tête. Donc voilà, on essaye de mettre des choses en place. Mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai pu voir parce qu'on s'est mis en difficulté. On s'est vraiment mis en difficulté. Et elles m'ont montré pas toutes leurs ressources parce que je considère qu'elles en ont encore plein d'autres. Mais elles m'ont montré qu'elles ne baissaient pas les bras malgré la difficulté. Parce que jouer l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est quand même pas anecdotique. J'ai 3 petites questions pour terminer.
Déjà, merci beaucoup, c'est génial. Je pense que là, les auditeurs, auditrices sont ravis de pouvoir entendre le point de vue d'un entraîneur. On n'avait pas encore eu d'entraîneur dans Au-delà du jeu. Ce que tu proposes, ça reste très novateur dans le milieu du sport co. C'est important aussi de le dire et de le comprendre. Donc, moi, je te remercie parce que tu mets quand même un coup de pied dans une fourmilière qui est là depuis un moment. Et voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est génial. Et pour les filles qui arrivent, vous avez de la chance. Je voulais te demander s'il y avait un film. Tu as fait quelques évocations. Est-ce qu'il y a un film qui t'inspire, qui te plaît, qui t'a marqué? J'ai un film qui m'a marqué. J'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Mais je crois que le film qui m'a plus marqué, c'est Priscilla, folle du désert. C'est des drag queens qui traversent toute l'Australie. Et c'est un film que j'ai souvent regardé dans des périodes où j'avais besoin d'énergie. Parce que je pense que c'est complètement à contre-courant. Vous avez des drag queens qui traversent tout le désert. Le désert australien, c'est quand même très singulier. Quand même. Voilà, c'est pas le scénario qui me plaît, c'est l'énergie qui dégage, les couleurs, c'est le contre-pied, d'une certaine façon, à la société. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. Quand je dis faut surprendre les gens, voilà, ce film, il m'a surpris. Alors, est-ce qu'il y a une morale? Sûrement. Est-ce que c'est ça qui m'attire? Je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est... J'en discutais il y a très peu de temps avec un de mes adjoints, Franck Prouf, et c'est un film qu'on aime tous les deux. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment le même âge. Et se retrouver sur un film en disant t'as vu ce film-là? Ouais, il est super. T'as regardé ça comme film? Ouais, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Mais s'il y a un film que j'apprécie particulièrement, c'est celui-là. Et puis le deuxième film que j'aime bien, c'est L'affaire Thomas Crown, qui n'a absolument rien à voir. Mais, Autre ambiance. Voilà, qui est un millionnaire qui s'éprouve à cambrioler des musées, et notamment un des musées les plus importants à New York, juste par plaisir et par défi. Et qui tombe amoureux de l'expert qui est censé le pourchasser et retrouver le tableau qu'il a volé. Pareil, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est des films que j'adore regarder de temps en temps parce que, alors autant il y en a un, donc Priscilla, folle du désert, par rapport à ce contre-pied-là, et autant celui-ci, L'affaire Thomas Crown, parce qu'il m'apaise et il me calme. Génial. Merci beaucoup. L'avant-dernière question, c'est la qualité que tu voudrais surtout pas qu'on t'enlève. Alors, il y a des fois, elle n'a pas disparu, mais elle s'est estompée par la fatigue, c'est être jovial. J'ai toujours ça en moi. J'ai envie d'être taquin. Des fois, je suis potache même. Mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler des années avec Pierre Terzi, qui était de cet acabit-là, qui a toujours amené de la gaieté, de la bonne humeur au sein de l'équipe de France, quelles que soient les circonstances. Il toujours un mot pour rire et faire des petites blagues. Voilà, j'aimerais rester jovial. Et enfin, est-ce que tu aurais une ou plusieurs personnes que tu aurais envie de remercier? Ma femme, parce que je pense que je suis aujourd'hui là, en place, en équilibre professionnellement et familialement, par sa présence et par le fait que j'ai énormément appris sur la vie de tous les jours à ses côtés, mais sur le handball aussi, parce que c'est quelqu'un qui m'a structuré. Au regard de nos discussions, remercier Olivier aussi, parce que je ne serais pas là aujourd'hui sans ses choix, sans sa pugnacité, parce qu'il a été pugnace à certains moments aussi. Et puis Eric, parce que c'est mon pendant à la fédération, c'est mon frère d'armes, on est frères d'armes, donc le remercier aussi parce que c'est celui qui a été le marchepied pour pouvoir côtoyer Olivier et dans les premières années, et qui a fait que j'ai pu rentrer dans le staff de l'équipe de France dans un premier temps et y faire ma place. Alors après, j'aurais tellement de personnes à remercier parce que c'est aussi ma personnalité, j'ai tendance à dire beaucoup merci aux gens. J'ai aimé travailler avec Pierre Mangin dans les équipes de jeunes. J'ai aimé mes profs à la fac qui m'ont posé plus de questions que donné de réponses.
J'ai aimé grandir avec mes amis d'enfance que je côtoie et qui étaient encore avec moi à Chartres alors qu'ils habitent Limoges. Beaucoup de personnes simples, aimantes et ouais, qui véhiculent de la joie de vivre. Tu vois, c'est une question qui est pas simple. Tu penses toujours aux gens que tu côtoies au plus près et avec régularité, mais il y a tellement de personnes qui ont ponctué mon parcours, pas ponctué, qui ont jalonné mon parcours, parce que j'espère que mon parcours il n'est pas ponctué encore. Les athlètes aussi, parce que j'ai plaisir à regarder des athlètes dans les yeux et à me sentir comme ayant contribué à leur épanouissement et à ce qu'elles sont devenues. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir empêché quelqu'un dans son parcours, de ne pas avoir ou d'avoir créé des barrières ou de l'avoir empêché de progresser. J'ai toujours cherché, quelle que soit la circonstance, à être la personne que je suis. Je ne sais pas si je suis une personne bienveillante, mais j'essaye d'être une bonne personne. C'est ce qui m'anime malgré les contingences du sport de haut niveau, malgré le stress que peut générer le haut niveau. Mais voilà, j'aimerais pouvoir gagner et réussir professionnellement sans galvauder la relation humaine. Voilà ce qui m'anime. Et après, peut-être que quand on aura fini, je dis ah mince, j'ai oublié de remercier telle ou telle personne. J'ai la chance, je le dis assez souvent, de faire le métier que j'aime avec les gens que j'aime. Et donc, au regard de ça, je suis quelqu'un de chanceux. Donc, globalement, j'ai trop de personnes à remercier pour pouvoir toutes les citer. Plutôt cool comme bilan. Ouais. C'est plutôt cool. Mais c'est plaisant. Voilà, j'ai un début de prise de fonction qui se passe plutôt bien. C'est la période qui veut ça. Ça se passe toujours bien au début. Mais voilà, on prend les choses comme elles viennent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci beaucoup. C'était génial. Merci Manon. Je remercie fort tous les auditeurs, tous les gens qui suivent Au-delà du jeu depuis le début ou qui peut-être découvrent ce podcast avec cet épisode. Seb, merci pour ton partage parce que comme d'habitude, il est très sincère, très honnête. Et merci pour ce que tu fais, parce que c'est l'évolution du sport de haut niveau qui se joue aussi ici. Tu proposes des choses différentes, tu as envie que l'épanouissement de l'athlète soit aussi au cœur du projet. Et ça, c'est un vrai cadeau pour la génération qui arrive, chose qui a déjà été mise en place. Je précise, moi, que j'ai eu la chance de connaître depuis 2016 avec Olivier et que tu fais perdurer. Donc, je te souhaite une très, très, très bonne continuation avec cette équipe de France. Je suis persuadée que vous allez cartonner. À très bientôt dans Au-delà du jeu. À dans 2 semaines. Salut et merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et écoutez, on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour le prochain épisode d'Au-delà du jeu. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.